Je vais faire peut-être une très très courte introduction. Quand on approche l'histoire juive, l'histoire du peuple juif, et qu'on se pose la question comment séparer les périodes de l'histoire du peuple juif, en général, comme on le fait à l'armée, comme on le fait dans toutes les choses de la vie, on le sépare en trois parties. Tout d'abord, ce qu'on appelle la partie biblique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Mikra jusqu'au 5e siècle, puis le Moyen-Âge, et il y a l'époque moderne. Alors l'époque moderne pour les Juifs est un peu décalée de l'époque moderne dans l'histoire globale. C'est-à-dire, dans l'histoire globale, on commence déjà à la Renaissance à parler d'un renouveau, de l'entrée de la science, etc., etc. Chez les Juifs, ce n'est pas du tout comme ça. Chez les Juifs, bon, évidemment, il y a plusieurs avis, mais chez les Juifs, dans l'histoire du peuple juif, l'époque moderne, pour beaucoup d'historiens, commence à partir d'un événement très secondaire, ça c'est ironique, qui s'appelle la Révolution française, le 14 juillet 1789. C'est à partir de 1789 qu'on commence à parler d'époque moderne. Bon, tout le monde le sait, le 14 juillet 1789, c'est la Révolution française, mais la vraie révolution en France, ce n'est pas le 14 juillet, c'est dans la nuit du 4 août, quand l'Assemblée nationale constituante décide d'abolir tous les privilèges et d'abolir l'aristocratie et le clergé et de déclarer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pendant 2 ans, vont se réunir donc l'Assemblée nationale constituante avec tous les membres du peuple et ils vont décider d'une nouvelle ère qui va entre autres séparer le pouvoir de l'Église, de l'État, etc. Je dis c'est le début de l'histoire moderne du peuple juif parce que cette époque-là, il y a en France, je dirais presque de façon illégale, une population juive qui habite la France sans l'autorisation. Il y a les Juifs du Pape, les Juifs de Provence, il y a les Juifs d'Alsace et 500 Juifs à Paris qui habitent à Paris de façon illégale. Les Juifs nobles de cette époque sont les Juifs de Bordeaux et de Bayonne, les Juifs portugais qui ont reçu des lettres du roi Louis XVI, des patentes qui leur permettent d'habiter à Bordeaux et à Bayonne. Eux, de façon séparée, vont demander directement à l'Assemblée d'être des citoyens égaux. Mais, quelques jours avant sa dissolution, les Juifs qui négocient ou qui discutent avec l'Assemblée demandent la chose suivante. En France, vous avez décidé que tous les citoyens étaient désormais égaux. Or, nous sommes une population discriminée. Il y avait énormément de discrimination. Les Juifs en Alsace n'avaient pas le droit de séjourner dans les grandes villes, par exemple. Et les Juifs disent à l'Assemblée, bon, vous avez décidé que tout le monde serait égaux, ben nous demandons l'égalité. Il y a une révolution qui se passe. La révolution, elle est aussi en France, mais aussi pour le peuple juif. Parce qu'à l'époque, les membres de cette assemblée disent on voudrait que vous soyez des citoyens égaux, mais on ne peut pas vous donner la citoyenneté, on ne peut pas vous rendre citoyens égaux. Pourquoi demandent les Juifs. Il dit parce que vous êtes déjà une nation. Vous ne pouvez pas faire partie de la nation française. Quand on appartient déjà à une autre nation, qu'on appelle la nation juive, avec une histoire millénaire d'un peuple en Palestine, qui avait une capitale qui s'appelait Jérusalem, toute votre histoire est dans l'Ancien Testament, dans la Bible, vous ne pouvez pas devenir français. Les Juifs disent, mais si, on veut devenir français, ça fait des siècles qu'on est dans les ghettos, qu'on est discriminé, on a une occasion unique, on voudrait devenir des citoyens égaux. Et les députés qui s'opposent à l'Assemblée disent, ce n'est pas possible, vous êtes une nation. Et là, on trouve une formule qui va devenir une formule révolutionnaire pour les Juifs, va commencer une nouvelle ère, qui va être résumée par un aristocrate qui s'appelle Stanislas Clermont de Tonnerre, et qui va dire « tout en tant qu'individu, rien en tant que nation ». J'explique. On dit aux Juifs « vous voulez devenir français ? Oui, mais vous renoncez à toute particularité nationale. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tout d'abord, toutes vos structures communautaires autonomes, un tribunal rabbinique qui fixe les mariages, qui fait tout,
qui sépare deux voisins qui se disputent, c'est terminé. Presque. Il y a des tribunaux français. L'école juive, entre vous, vous parlez l'alsacien, le yiddish, c'est terminé. Toute votre autonomie communautaire, c'est terminé. Vous devez renoncer à deux choses. L'autonomie communautaire, mais surtout à, je dirais, ce principe de nation. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, vous cessez de rêver de Jérusalem, vous cessez de rêver à revenir dans un pays qui s'appelle la Palestine. On est d'accord de vous intégrer, de vous accepter à partir du moment où vous devenez français. Votre capitale n'est plus Jérusalem, c'est Paris. Le pays que vous devez défendre, pour lequel vous devez vous battre et mourir, c'est plus l'ancien Israël, c'est la France. Vous devez renoncer à cette qualité de nation. C'est la seule possibilité, parce que si vous êtes déjà une nation, vous ne pouvez pas devenir français. Et il y a un débat interne qui ne va pas prendre longtemps, où les Juifs se voient proposer de devenir ce qu'on appelle non plus une nation solidaire des Juifs dans toutes les communautés qui rêvent d'un projet commun, mais une religion. Ça se passe le 27 septembre 1791. Au moment où on accorde les droits de citoyens égaux aux Juifs, les Juifs renoncent à toute notion de nation, de nationalité. Ça aura des conséquences terribles. C'est pas juste, on n'est pas dans le domaine des idées. Je le rappelle souvent. Ça, je fais maintenant un bond en avant. Je fais un bond en avant. Quand la Première Guerre mondiale éclate en août 1914, il y a un soldat juif qui écrit une lettre au rabbinat, en France. Et il pose la question suivante. Il dit, voilà, je suis juif pratiquant, mais je suis soldat. Je défends la nation française. Et je vais me retrouver au front, avec mon fusil et ma baïonnette. Et puis à un moment, il y a un officier qui me dira « à l'assaut !» Et je vais courir avec tous mes amis soldats, mes concitoyens soldats. On va courir et les soldats allemands vont arriver et je vais embrocher un autre soldat allemand. Et puis au moment de mourir, le soldat allemand mettra sa main sur les yeux et criera « Shema Israël !» Et le soldat français pose la question au rabbinat. Dans les 10 commandements, il y a bien écrit « tu ne tueras point ». C'est bien écrit. Et la question que je pose au rabbinat, c'est est-ce que je ne viole pas un des commandements fondamentaux de la Bible, de ne pas tuer, quand je vais tuer le soldat allemand qui va faire le Shema Israël avant de mourir? Le rabbinat français répond. Voici la réponse du rabbinat français. On va le voir. Le rabbinat répond de la même façon que des catholiques français iront tuer des catholiques allemands ou des protestants français iront sur le champ de bataille et tueront des protestants allemands, nous ne sommes plus une nation, nous sommes une religion. Et notre nation, dorénavant, c'est la France, et notre capitale, c'est Paris. Et c'est toute une l'idéologie, c'est-à-dire c'est toute une idéologie qui est encouragée même par le rabbinat en France de cette époque-là, qui voit pour la première fois dans l'histoire du peuple juif une collectivité, qu'on appelle la collectivité juive minoritaire, qui a été pendant des siècles pourchassée, persécutée, discriminée, écartée, se voit pour la première fois au monde, dans l'histoire du monde, il faut le rappeler, c'est la France quand même, se voit accorder des droits de citoyens égaux. Je lis quelques paroles d'un rabbin qui s'appelle le rabbin Ullmann, et qui répond à une question qu'on avait posée d'ailleurs pendant que Napoléon avait réuni le Sanhédrin. Vous savez que Napoléon, quelques années après, n'était pas satisfait du rythme, je dirais, du rythme de l'évolution des choses. En fait, cette formule qu'on propose là, aux Juifs, de renoncer à leur nationalité pour devenir des citoyens égaux dans leur société et d'évoluer dans la société où ils résident, ça s'appelle en français l'émancipation, émanciper des Juifs. Je vous rappelle encore une chose très importante. Dans les années 1785, donc quelques années avant la Révolution, l'Académie des sciences avait ouvert un concours sur le sujet « Comment rendre les Juifs plus utiles et plus heureux ». Celui qui avait gagné
Le concours, c'est un abbé qui s'appelle l'abbé Grégoire, qui est un des pères de l'émancipation des Juifs en France, et qui avait dit, c'est vrai que les Juifs ils sont maigres, ils sont sales, c'est une race dégénérée, parce qu'ils se marient. Et il faut, des paroles très très dures, hein. Peut-être qu'on les évoquera à la prochaine conférence, mais pour rendre des Juifs heureux et utiles, il faut leur donner la possibilité de s'intégrer et de s'émanciper, de devenir des citoyens au même titre que les autres, et qu'ils deviennent utiles, qu'ils se rendent utiles. Ça, c'est la façon dont la condition du Juif s'améliorera, et si sa condition s'améliore, et s'il devient égal à tous les citoyens de France, il pourra être heureux et être utile, et se régénérer. On parle d'une régénération d'une race qui est dégénérée quasiment à cette époque-là. Les paroles sont très très dures. Quand le rabbin Ullmann, qui est un des grands rabbins du consistoire, pose la question, une question qui avait été posée à Napoléon lorsqu'il avait réuni le Sanhédrin. Moïse avait constitué les Israélites en société religieuse, civile et politique, et il pose la question, quand cet état de choses a-t-il cessé? La réponse, à la destruction du second temple. Depuis cette époque, les Israélites, dispersés dans différents pays et incorporés aux autres nations, ont cessé de former une société civile et politique à part. Ils ne forment plus qu'une société religieuse. Que l'on cesse donc de faire retentir dans cette enceinte le nom de nation juive. Si tant qu'on puisse regarder les Juifs comme une nation, depuis qu'ils ont le bonheur d'être confondus dans la grande famille du peuple français, ça c'est Crémieux qui le dit, et les rabbins continuent dans leur sermon, ils disent, c'est vrai, nous ne formons plus une nation. Depuis que le judaïsme a perdu ses attributs politiques depuis la destruction du Second Temple, les Juifs n'ont plus d'organisation politique sociale liée à une structure territoriale. Et le judaïsme devient une foi qui a un message universel, on insiste beaucoup là-dessus. La rédemption, comme je le dis, est décrite comme le triomphe de la foi monothéiste sur la terre. Le judaïsme devient religion pratiquement universelle. En plus, ce qui va se passer à Paris ou en France est le modèle de ce qui va se passer après dans d'autres nations, ça va se calquer, c'est-à-dire cette émancipation, ce processus d'intégration. Attention, on ne parle pas d'assimilation. On ne demande pas aux Juifs de s'assimiler. L'assimilation est une des conséquences de l'émancipation. Mais au départ, il s'agit de transformer les Juifs d'une nation à religion et qu'ils soient soit des Français égaux, soit des Anglais égaux, soit des Allemands égaux. Et la seule différence qui peut exister entre un catholique français ou un protestant français ou un juif français ou un français juif, c'est que le dimanche, les protestants et les catholiques vont au temple ou à l'église et les juifs iront à la synagogue. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande, c'est toute la différence qu'il existera entre juifs, français juifs et français d'une autre confession. En plus, quelques années plus tard, on va créer ou transférer une yeshiva qui forme des rabbins à Metz, mais Metz c'est encore l'Alsace, c'est encore reculé, c'est encore retardé, c'est encore le vieux judaïsme. Et on va ouvrir à Paris un séminaire israélite, un séminaire rabbinique, qui va former des rabbins à, entre autres, on va les formater pour faire passer un message patriotique, d'engagement patriotique. Puis les fonctionnaires religieux, c'est-à-dire les rabbins, les chantres, les chazanim et d'autres gens qui appartiennent à ce culte, deviendront des fonctionnaires d'État. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Jusqu'en 1905. C'est-à-dire que quand on reçoit son salaire de l'État, il faut évidemment se ranger un peu dans ce que le pays demande. Cette idéologie, l'émancipation, au départ, est une totale réussite. Totale réussite. Ça se passe en 1791. Les Juifs sont tellement heureux, les Juifs s'intègrent, les Juifs deviennent des universitaires,
les Juifs deviennent des politiciens, les Juifs deviennent des journalistes, les Juifs deviennent des banquiers. À cette époque-là, je dirais, c'est les glorieuses années pour les Juifs, et ce modèle-là est un modèle tellement apprécié. D'ailleurs, quand on lit les sermons des rabbins, on parle à cette époque-là. Il faut lire le sermon des rabbins pour comprendre dans les synagogues à quoi. Les rabbins parlent d'un second don de la Bible, de la Torah au Mont Sinaï, l'émancipation des Juifs en France. Ce modèle-là est tellement vénéré, on en parle en termes divins, que les Juifs, en France d'ailleurs, en 1860, vont fonder une organisation qui n'aura que pour autre but que de diffuser ce modèle d'émancipation. Parce que les Juifs en France sont heureux. Et si les Juifs en France sont heureux et d'autres sont malheureux parce qu'ils sont discriminés, parce qu'ils sont persécutés, c'est parce qu'ils n'ont pas le droit à l'émancipation. Et donc, il faut les pousser à demander l'émancipation. D'ailleurs, en 1860, des Juifs émancipés qui sont amoureux de ce modèle vont créer une association qu'on appelle l'Alliance israélite universelle. Alors, je sais que tout le monde connaît l'Alliance israélite universelle parce qu'il y a des écoles partout et qu'en fin de compte, ça va se réduire petit à petit à un réseau d'écoles où on enseigne en français et on installe ces écoles-là parce que ça va commencer par l'éducation dans tous les pays du Maghreb, en Iran, en Palestine ici, dans tous les pays où les Juifs sont encore mis de côté, sont encore une fois, oppressés, pour leur apprendre la culture française, la beauté de la culture, et pouvoir un jour s'émanciper. C'est le modèle ultime, l'organisation ultime, c'est l'Alliance israélite universelle, d'ailleurs, qui est créée suite à un incident en 1858, c'est plus qu'un incident. En 1858, un enfant qui s'appelle Edgar Mortara, en 1858, dont les parents habitent Bologne, tombe gravement malade, un bébé tombe gravement malade. La nourrice de cet enfant, qui est une chrétienne, pense que l'enfant va mourir, est persuadée que l'enfant va mourir. Qu'est-ce qu'elle fait ? Comme vous savez que si on n'est pas baptisé dans le christianisme, on n'a pas le droit au salut dans le christianisme. Elle baptise l'enfant en secret de ses parents. Mais l'enfant est malade, il va mourir. Mais l'enfant retrouve sa santé. Et comme elle est à Bologne, elle va ébruiter le fait qu'elle a baptisé l'enfant. L'Église, le Vatican, va kidnapper Edgaro Mortara de ses parents, va l'enlever. Car pour l'Église, à partir du moment où un enfant est baptisé, il appartient à l'Église. Les parents vont déclencher une campagne internationale pour récupérer l'enfant. Chers amis, l'enfant ne sera jamais récupéré. Il deviendra prêtre. Il mourra en 1940. Donc et cette affaire où Napoléon III va intervenir, où des grands juifs de cette époque comme Adolphe Crémieux ou Moses Montefiore vont aussi intervenir pour essayer de récupérer l'enfant Mortara, va s'avérer un échec suite à cette affaire Mortara. En 1860, les Juifs français créent l'Alliance israélite universelle pour justement assurer une solidarité de Juifs entre tous les pays et justement commencer à propager ce modèle d'intégration, ce que j'appelle ce modèle d'émancipation. Tout ça aurait pu marcher, mais au bout d'une centaine d'années, pour différentes raisons, je ne vais pas maintenant toutes les détailler, mais il y a un crack, il y a une faillite d'une banque qui s'appelle la Banque de l'Union en 1882, des scandales qui sont liés au canal de Panama, dont certains juifs sont impliqués. Une campagne antisémite très 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 importante dans les années en France, notamment un homme qui s'appelle Édouard Drummond et qui publie en 1886 un livre qui s'appelle « La France juive », qui s'avère un échec total. Pendant un mois, 25 livres sont vendus, publiés chez Flammarion d'ailleurs. Et au bout d'un mois, il y a un article virulent dans le Figaro qui dit que ce livre est un
un scandale et qui accuse un cardinal de Lyon d'avoir collaboré à ce livre. L'Église réagit, la Croix, le journal La Croix réagit. Ça monte en polémique. Et le livre d'Édouard Drumont qui s'appelle « La France juive » en 2 tomes, qui est pour moi la Bible de l'antisémitisme, sera vendu à 250 000 exemplaires à cette époque. Un best-seller. Édouard Drumont, qui est un journaliste raté, sera tellement riche qu'il va ouvrir après, en 1892, un journal antisémite, un quotidien, qui s'appellera La Libre Parole, qui aura beaucoup de succès aussi. Bref, chers amis, le 15 octobre 1894, un capitaine de l'armée se voit convoqué en habit civil le lundi 15 octobre 1894 au siège de l'état-major, merci. C'est un lundi matin, à 8h30, il se promène sur les quais de la Seine en direction de l'état-major, il fait beau, il y a un beau soleil. Il est convoqué et un officier qui s'appelle Paty de Clam va lui demander de s'asseoir, d'écrire une lettre. Dreyfus a un peu mal à la main, Alfred Dreyfus. Et avant d'avoir fini le texte que Paty de Clam dicte au capitaine Alfred Dreyfus, Paty de Clam s'arrête et dit « Alfred Dreyfus, je vous arrête pour trahison ». Et commencera une affaire totalement inconnue au début, personne n'entendra parler, une affaire de trahison, comme il y en a beaucoup à cette époque-là, puisque la France rêve de vengeance depuis la défaite face à la Prusse en 1870, le désastre de Sedan, rêve de récupérer les territoires de l'Alsace-Lorraine, et commence une affaire qui reste totalement inconnue du public. D'ailleurs, comme disait Charles Péguy, il dit cette affaire est mystique. Elle est mystique parce que tout d'abord, quand Dreyfus est arrêté, personne ne le sait, ni sa femme Lucie, ni son frère Mathieu. Il est emprisonné dans une prison qui s'appelle le Cherche-Midi. Et Alfred Dreyfus ne pense qu'à une chose, c'est se tuer, c'est se suicider. Il se tape la tête contre le mur pour se tuer. Et quand sa femme et son frère iront le voir, le directeur de la prison, qui s'appelle Forzinetti, convoquera son frère et sa femme et dit « Un homme coupable ne se comporte pas comme ça. Un homme réellement coupable ne se comporte pas comme ça. Allez lui dire qu'il ne mette pas fin à ses jours. » Et le seul argument qu'on utilisera pour qu'Alfred Dreyfus cesse de se taper la tête et pour se tuer, c'est de dire « C'est pas en étant mort que tu arriveras à prouver ton innocence. Et reste vivant. Résiste. » C'est une affaire mystique parce que Dreyfus est un soldat, est un officier. Si cela avait été un civil, et après qu'il ait été condamné dans un procès à huis clos du 12 au 15 décembre 1894, s'il avait été condamné en tant que civil, il aurait été fusillé. Donc on n'aurait jamais entendu parler de Dreyfus, une histoire. Mais comme il est soumis au droit militaire et que c'est un tribunal militaire qui va le juger, et ne peut pas le fusiller, parce que ce n'est pas dans le code, dans les punitions de l'armée, il sera envoyé dans une île, l'île du Diable, où de toute façon on meurt très vite. L'île du Diable, la durée de vie de l'île du Diable pour les gardiens, au bout de 6-7 mois, les gardiens demandent à revenir parce que c'est impossible. Maintenant, les prisonniers ne tiennent que quelques semaines, il y a toutes sortes de maladies, et en général, les corps étaient jetés dans la mer parce que les requins les dévorent. Mais quand on commence à ébruiter Dreyfus, d'ailleurs on commence à ébruiter par je ne sais pas si vous connaissez tout ça, mais par un fake news. On fait courir une fausse nouvelle à Londres, un journal anglais qui publie que Dreyfus s'est enfui de l'île du Diable. C'est une fausse nouvelle. C'était fait pour essayer de redonner un peu de punch à une personnalité qui était complètement oubliée. Et alors qu'est-ce qu'on fait à Dreyfus? On l'attache sur son lit et il dit qu'il a des araignées qui montent. Bref. Contre toute attente, Dreyfus va survivre pendant 5 ans. Dans 5 ans, de 1894 à 1899. Mais c'est pas ça qui est très intéressant, en fin de compte. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 1897,
éclate une affaire qui devient au départ une affaire familiale, une affaire publique. Le jeudi 13 janvier 1898, dans le journal de l'Aurore dirigé par un monsieur qui s'appelle Georges Clemenceau, un article d'Émile Zola, J'accuse, paraît, et c'est la bombe. Bon, c'était déjà la bombe un peu avant. Pendant 2 ans parmi 12 ans où a duré cette affaire Dreyfus, la France est à feu et à sang, mais entre Français. En 1898 et 1899. D'ailleurs, ça va s'arrêter. Pour une des raisons pour laquelle ça s'arrête, enfin 2 ou 3 raisons. D'abord, le président Félix Faure, qui s'opposait à la révision du procès, va mourir dans des circonstances très embarrassantes. Et après la conférence, je citerai Clemenceau sur la mort de Félix Faure, très très embarrassante. Deuxièmement, donc il y a un président qui s'appelle Émile Loubet qui va le remplacer, qui va accepter la révision. Deuxièmement, en 1900, à Paris, se tient l'exposition universelle. Et on veut absolument que les émeutes cessent dans la rue. Les familles se déchirent. Les familles se déchirent entre elles. Ce qui est important maintenant dans le mythe, je dis encore une fois, le 15 octobre 1894, c'est un lundi, Dreyfus est arrêté. Du 9 au 12 décembre 1894, un procès à huis clos, où même l'avocat ne peut assister, Maître Demange, qui est un catholique. Du 9 au 12 décembre, Dreyfus est condamné à la prison, à la déportation à vie avec travaux forcés dans l'île du Diable. Donc il doit mourir, sauf à petit feu, mais pas directement. Le samedi 5 janvier 1895, il neige à Paris, il fait très froid, il fait vraiment très froid, il neige à Paris. Devant les Invalides, environ 1000 personnes, dont 200 journalistes et le reste des bedeaux, des curieux, se collent aux grilles de l'Invalide et assistent à une cérémonie qu'on appelle la cérémonie de la dégradation du capitaine Dreyfus. D'après le mythe, parmi ces journalistes se trouve un homme né en 1860, qui est né à Budapest, qui a fait ses études à Vienne à 18 ans, et qui est correspondant d'un journal qui s'appelle la New Freie Press, la Nouvelle Presse Libre, un quotidien viennois, dirigé par 2 juifs, d'ailleurs, 2 juifs, et qui s'appelle Theodor Herzl, assiste à la dégradation du capitaine Dreyfus, à la cérémonie, et entend, on est en 1895, on est 104 ans après l'émancipation des Juifs en France. Entend en France, dans le pays le plus éclairé, le plus libéral, le premier qui a accordé les pleins droits de citoyens aux Juifs qui habitaient dans ce pays, entend « mort à Judas, mort aux Juifs, mort aux traîtres ». Maurice Barrès écrit, le grand écrivain de cette époque-là, très lu, qui écrit que Dreyfus, qu'on ait les preuves que Dreyfus soit un traître ou pas, ça n'a pas d'importance. Sa condition de juif le désigne déjà comme un traître. Herzl revient dans son hôtel à Paris, qui se trouve rue Cambon, à côté de Chanel aujourd'hui. Non mais allez-y, je dis à tout le monde, allez-y, allez rue Cambon, si vous êtes à Paris, faites-moi plaisir. Allez faire un pèlerinage, parce qu'à côté de Chanel, ne rentrez pas dans Chanel, mais à côté de Chanel, okay, il y a une plaque en français, où il y a écrit ici, résida dans cet hôtel, l'hôtel Castille, Théodore Herzl, journaliste, écrivain, rédigea son livre L'État juif qui donna naissance à l'État d'Israël. Grosso modo, je ne me rappelle plus du texte, mais c'est là. L'État d'Israël est né dans la vision d'Herzl, il est né tout court, dans un hôtel qui s'appelait l'hôtel Castille, rue Cambon à Paris. Ok, venez, on fait une petite parenthèse sur Herzl. Tout ça, c'est pas écrit dans... Mais on fait une petite parenthèse. Herzl, bon, je vous dis tout de suite, Herzl, sa mère l'adorait. Sa mère croyait que ce serait un grand. Sa mère croyait pratiquement que c'était le Messie. Ça commence comme ça. Hein, quand il y a un grand personnage, il faut déjà aller regarder la mère juive qui est derrière et qui pousse « mon fils, mon fils, mon fils ». Et je rigole pas, parce que dans l'apparence physique, avec cette grande barbe, Herzl se donnait l'air d'un Messie. C'est pas mon cas, mais lui, c'était vraiment une grande barbe. Okay.
aller chercher du côté de sa mère, qui lui répétait sans cesse que ce serait un grand homme. Je ne vais pas vous raconter la vie d'Herzl, c'est passionnant, mais ce n'est pas le but. Herzl est dans une famille de juifs qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de juifs assimilés. À 18 ans, il y a un drame dans la famille, sa sœur Pauline décède, et les parents décident, pour changer de cadre, d'aller à Vienne. Et à Vienne, il découvre dans une association d'étudiants, il étudie le droit, qui s'appelle Al-Bia, il découvre l'antisémitisme. Il y a beaucoup de juifs qui découvrent leur identité juive quand on les traite de sales juifs. Vous connaissez ça, le regard sartrien du juif, quand on le traite de sale juif, c'est là qu'il se réveille et prend conscience de son identité. Herzl découvre, et quand il découvre l'antisémitisme très jeune, il se pose la question que se pose toute l'Europe, c'est-à-dire juifs et non-juifs. La question, le sujet, c'est la question juive. Comment on résout la question juive? Pourquoi? Parce que malgré presque une centaine d'années ou des dizaines d'années d'émancipation, où les juifs s'intègrent dans les pays où ils sont, l'antisémitisme reste une maladie permanente. Comment on résout ce problème de l'antisémitisme? Comment éteindre ou diminuer ou combattre contre l'antisémitisme? Herzl a plein d'idées. Une des idées qu'il a, il n'est pas le seul d'ailleurs, une des idées qu'il a, il a une idée formidable. Il dit, je vais pousser tous les juifs à devenir catholiques, à se convertir. Comme ça, il dit, c'est pas le seul qui dit ça, et c'est sérieux comme théorie, si tous les juifs deviennent chrétiens, il n'y aura plus de juifs, plus d'antisémitisme. Il écrit une lettre au pape. Il écrit une lettre au pape pour être reçu par le pape, pour lui expliquer son projet. Il dit, je vois des dizaines de milliers de juifs qui avanceraient vers le Vatican et le pape, qui les baptiserait, il voit déjà... C'est un sacré bonhomme, c'est Herzl. C'est un doux rêveur, mais c'est un sacré bonhomme. D'ailleurs, ce qui est intéressant, tout ce que je vous raconte là, il l'écrit dans ses cahiers intimes, ses cahiers... quand il en parle à ses rédacteurs en chef du journal viennois, qui sont deux juifs, un qui s'appelle Bachar et l'autre Bénédicte, ces deux juifs qui sont complètement assimilés, lui disent à Herzl, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas, comme si Herzl pouvait le faire, mais tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas couper une tradition qui date de plusieurs générations. Tu n'as pas le droit moral de faire une chose pareille. Le peuple juif est arrivé là où il est arrivé après des générations et des siècles, tu n'as pas le droit de couper. Mais encore une fois, c'est théorique, tu n'as pas le droit de faire ça. Alors Herzl, obsédé, comme beaucoup de gens à l'époque, par la question juive, pense à une autre solution, le socialisme. Le socialisme, là, on pourrait parler peut-être de communisme, mais on parle de socialisme à l'époque. Là où tous les gens sont égaux, là où il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de statut, il n'y aura plus de juifs ni de chrétiens, il y aura des hommes égaux. Le problème, c'est que Herzl va commencer à se documenter sur le socialisme, cette belle idéologie qui veut rendre les hommes égaux, et il se rend compte que les socialistes sont de vrais antisémites. Parce que pour eux, le rêve, ceux qui détruisent la nature, comme le disait un grand socialiste qui s'appelait Alphonse de Tousnel, et qui a écrit un livre, le premier livre antisémite en 1845, on est 50 ans après l'émancipation, il écrit « Les Juifs, rois de l'époque ». Comme c'était un ornithologue, il adorait les oiseaux, il disait « Rothschild, avec ses trains, détruit la nature et fait fuir tous les animaux ». Pourquoi il fait des trains, Rothschild? Pour gagner de l'argent. La banque, celle qui veut la finance juive, c'est une des cibles des penseurs socialistes. Donc Herzl dit, si je veux résoudre le problème de l'antisémitisme et des juifs, la question du socialisme n'est peut-être pas la meilleure des solutions. Comment Herzl arrive à l'idée du sionisme, à l'idée d'une nation ou de créer un État juif? Point d'interrogation. Tous les biographes d'Herzl disent on ne sait pas. Il y a des suppositions, on ne sait pas vraiment. Le fait est qu'Herzl est nommé par son journal en 1191 correspondant à Paris, donc de la Neue Freie Presse, et il est correspondant à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il rôde dans les couloirs de l'Assemblée nationale et écrit. Quand Herzl assiste à la cérémonie de dégradation de Dreyfus, il se dit, même en France, ça ne marche pas. Il se dit la chose suivante, et c'est très simple comme raisonnement, l'antisémitisme est une maladie
incurable. Quoi qu'il se passe, quoi qu'on fasse, quoi qu'on ait, que l'on soit dans les ghettos séparés, que l'on soit intégré, et même qu'on soit prêt à se sacrifier et qu'on offre sa vie, sa carrière à l'armée française pour défendre la nation, on sera toujours désigné comme le juif traître, le Judas. Et il dit la chose suivante, grosso modo, je schématise, l'antisémitisme perdurera à jamais. La seule façon de se défendre et de se protéger de cet antisémitisme-là, c'est de créer une nation juive. Et pris de fièvre, Herzl rentre dans son hôtel et écrit, il dit qu'il écrit 250 pages. Je vous raconte la petite histoire, c'est une histoire drôle, une histoire vraie. Quand il a écrit ces 250 pages et qu'il a trouvé la solution, c'est-à-dire ce qu'on va appeler plus tard le sionisme, il va chez son meilleur ami, qui s'appelle Lifshitz, et il lui donne les feuillets à lire. Et il s'assoit, il attend. Et Lifshitz lit. Il lit, et puis tout d'un coup, il observe chez son ami, Jacques Lifshitz, je crois qu'il s'appelait, il observe des larmes. Il y a des larmes qui coulent. Et Herzl se dit, il doit être tellement ému que j'ai trouvé la solution, enfin, à la question juive. Ça y est, j'ai trouvé la solution au problème juif. Et à un moment, Herzl ne tient plus. Il dit, alors, qu'est-ce que ça te fait? T'es ému? Et son ami lui dit, je pleure parce que je suis en train de me rendre compte que tu es en train de devenir fou. Et Herzl ne comprend pas au départ. Et quand il commence à parler de sa solution, les gens le regardent avec des yeux bizarres. Et là, il a le regard des autres. Il y a un certain moment, d'ailleurs, où il écrit « Je pense que je suis en train de devenir fou, mais il n'y a que moi qui ne m'en rends pas compte. » Les autres, oui, mais le regard des autres, mais il n'y a que moi. Et il y a un moment, il le croit vraiment. Pour la petite histoire, et on lui conseille d'aller consulter un thérapeute de l'esprit. À l'époque, Freud commence un peu à... Mais c'est pas comme maintenant. Mais un genre de docteur, un vrai docteur, qui est d'origine hongroise comme lui, de Budapest, qui parle 15 langues, un génie, qui se trouve à Paris, et qui a développé, qui a même écrit un livre qui s'appelle Dégénérescence, qui a fait beaucoup de bruit, et il va chez ce médecin. Et la consultation va durer 2 jours. Le médecin ne parle pas, Herzl parle pendant 2 jours de ses projets, de créer un pays pour les Juifs. 2 jours. Le médecin ne parle pas. Au bout de 2 jours, Herzl s'arrête, il dit « Alors, suis-je vraiment fou ?» Le médecin lui répond « Non seulement vous n'êtes pas fou, mais vous avez trouvé votre bras droit pour tous les projets, pour tous vos projets. » Le bras droit s'appelle Max Nordau. Et, il est enterré à Trumpeldor, pas loin d'ici. Allez voir le cimetière de Trumpeldor. Max Nordau est enterré à quelques mètres. Et Max Nordau était le psychothérapeute ou le psychiatre de Herzl qui a diagnostiqué qu'Herzl n'était pas totalement fou. Et je ne sais pas si vous connaissez aussi l'histoire, mais quand Herzl est enflammé par son idée, il s'adresse au grand rabbin de France et à d'autres. Pour être reçu, il dit « Il me faut de l'argent, on va acheter la Palestine, on va acheter des provinces pour les Juifs. » Donc il dit, sa première idée, c'est d'acheter, de recueillir beaucoup d'argent. Alors il est reçu par 2 grands barons qui sont richissimes. Le premier, Maurice de Hirsch, et le deuxième, le baron Edmond de Rothschild. Baron Edmond de Rothschild qui aide déjà les colonies juives agricoles en Palestine. Chers amis, les deux rencontres se solderont par quasiment, on va foutre Herzl à la porte. Il est presque jeté comme un, comment on appelle ça, malpropre, un malpropre. Herzl est désespéré, et c'est là que va germer l'idée de l'Assemblée nationale française. Je dis, l'État juif, c'est un État français d'abord, au départ. Il va dire, je vais faire une Assemblée nationale, pas française, mais juive. C'est sur le modèle, sur son modèle. Parce qu'il est correspondant. Et il va propager son idée et il va réunir le 29, 30, 31 août 1897 la première Assemblée nationale juive à Bâle, en Suisse, qu'on appellera le premier congrès sioniste. Chers amis, est-ce que vous connaissez l'histoire? Au départ, il voulait que cette assemblée se tienne à Munich.
Et quand il commence à chercher un endroit pour que ce congrès ait lieu, les Juifs munichois s'opposent. Pardon ? Bon, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je suis tombé sur un article, c'est pas un secret, dans un journal qui s'appelle l'Univers israélite. C'était le journal de la communauté juive du consistoire. Le 29 janvier 1897. La réaction, je parlais maintenant de la réaction des Juifs en France. 29 janvier, c'est-à-dire on est 6 mois ou 8 mois avant la réunion du premier congrès sioniste. Et là, il y a un journaliste qui pose la question, qui écrit un article. Bon, que vous sachiez, à cette époque-là où Herzl, on commence un peu à parler de lui, il y a 2 mots qui reviennent en permanence. Le premier mot, c'est utopie. Et le deuxième mot, c'est les chimères du docteur Herzl. Les chimères. D'ailleurs, quand on parle d'utopie ou de projet utopique d'Herzl, on est gentil parce qu'il y a des textes où on considère comme le plus grand danger, l'homme le plus dangereux pour le judaïsme mondial. Mais quand je suis tombé sur cet article-là, qui en quelques lignes résume toutes les problématiques jusqu'à maintenant, qui pose des questions, des vraies questions, qui sont des questions théoriques, mais qui n'ont pas totalement changé. L'article dit comme ça. Herzl a oublié de nous dire ce qu'il comptait faire avec la population arabe de Palestine. Devra-t-elle se retirer, donc être expulsée, devant le flot des nouveaux arrivants et émigrer à son tour vers quelques terres inconnues, et donc problème de réfugiés. C'est incroyable. C'est 1897, ça fait plus de 100 ans. Sera-t-elle au contraire autorisée à demeurer dans ses pénates? Et quelle sera dans ce cas-là sa situation, c'est-à-dire son statut civil? Et toutes les questions sont posées en 1897. On est 51 ans avant qu'un État juif soit créé. La considéra-t-on comme étrangère au pays où elle est née? Ces Arabes-là de Palestine. Mais alors, si on la considère comme étrangère, mais alors vous la dépouillerez de sa nationalité et vous la condamnerez elle-même à l'intolérable sort dont vous voulez délivrer les Juifs de certains pays de l'Europe. C'est-à-dire, si on les considère comme des citoyens de zone B, vous appliquez le même sort, les mêmes conditions qu'on vous a fait à vous en Russie, en Roumanie, où vous êtes des citoyens de zone B. Si au contraire, vous décidez, comme il n'est que trop juste, qu'il n'y aura aucune différence de traitement entre les anciens et les nouveaux habitants, c'est-à-dire qu'ils soient du même citoyens, que les uns et les autres seront les citoyens de la même patrie et jouiront des mêmes droits politiques, civils et économiques, alors vous n'aurez pas reconstitué la nationalité juive, vous n'aurez pas fondé un État juif, vous aurez tout simplement créé un État semblable à beaucoup d'autres États modernes où plusieurs confessions religieuses peuvent vivre côte à côte, mais où aucune d'entre elles n'aura de prééminence. Qui nous garantit au surplus que les Juifs ne seraient pas en minorité dans le nouvel État? Le spectre de la démographie en Israël. Tout est là. Et n'y souffriront pas de nouveau de cet antisémitisme qu'ils avaient voulu fuir. C'est-à-dire qu'on rapporte le problème, c'est pareil. Et ne serait-ce pas une folie que de leur faire abandonner leur patrie s'ils étaient exposés à retrouver les mêmes mots, MAUX, dans la patrie nouvelle? C'est quel journal? L'Univers israélite. C'est le journal officiel de la communauté juive, consistorial, c'est-à-dire le mainstream de la communauté. Chers amis, trois événements historiques vont faire que les tenants de l'idéologie émancipatrice vont gagner le combat et que le sionisme va mourir de sa belle mort. 3 événements. Le premier, 1 an avant la mort d'Herzl, en 1903, éclate une polémique extrêmement virulente au 6e congrès sioniste. Herzl essaye par tous les moyens de trouver une solution pour créer un État. Il comprend qu'avec le sultan ottoman, Abdelhamid numéro 2, ça ne marchera pas, qu'avec les Allemands qui sont les alliés, l'empereur Guillaume II, ça ne marchera pas. Quand les Anglais lui proposent un territoire pour créer un État juif qui s'appelle l'Ouganda. Et là, lorsqu'il propose l'Ouganda en 1903, 1 an avant sa mort, les Juifs représentant, les Juifs russes, ceux qui sont le plus persécutés, ceux qui souffrent des pogroms, ceux pour qui Herzl se bat, parce qu'il ne se bat pas pour les Juifs français, ni pour les Juifs anglais, ni pour les Juifs d'Allemagne. Ceux qui acceptent l'idée se disent, bon, à la rigueur pour ces Juifs-là qui sont persécutés,
qu'ils aillent dans les marécages, dans les marais, dans le désert. Ça va, mais nous, on est français, on est juifs, on est anglais, on est allemand. Mais les membres du Congrès juifs russes se lèvent et quittent la salle. Et là, c'est le drame. D'ailleurs, on dira que l'année suivante, en juillet, quand Herzl mourra en juillet 1904, on dira que c'est à cause de cette crise entre ce qu'on appelle les territorialistes, ceux qui sont prêts à concevoir un autre territoire du moment que les Juifs se retrouvent en tant que nation, ou d'autres qui nous disent non, seule la Palestine nous intéresse car c'est le pays berceau de notre histoire biblique, historique, etc., etc. En 1903, la polémique territorialiste affaiblit énormément le mouvement sioniste qui divisait en deux. Un an plus tard, Herzl meurt. Quand Herzl meurt, il n'y a plus de dirigeant charismatique. C'est Max Nordau d'ailleurs qui va le remplacer. Et puis après éclatera la Première Guerre mondiale, mais il n'y a plus de leader charismatique. L'idée sioniste semble mourir de sa belle mort. Et encore un autre événement, en juillet 1906, le capitaine Alfred Dreyfus est réhabilité. L'affaire Dreyfus, qui est une affaire qui avait déclenché justement cette idée de revenir à notre état antérieur, un état de nation, eh ben voilà, on écrit dans toute la presse, juive, on a gagné. La France s'est divisée en deux, des gens étaient prêts à mourir, comme dit Charles Péguy dans le livre qui s'appelle Ma jeunesse. On était prêts à mourir pour Dreyfus. On ne savait pas qui il était, on ne savait pas à quoi il ressemblait. Il était dans une île isolée, mais nous on était prêts à mourir. Parce que Dreyfus, ce n'était pas juste Dreyfus, c'était la vérité et la justice. Et pour la vérité, pour la justice, on était prêts à mourir. D'ailleurs, il y avait des combats dans les rues, entre les camelots du roi, etc., etc., l'action française. Et comme disait le père de Lévinas, c'est un pays qui se bat où on est prêt à s'entretuer pour prouver qu'un juif est innocent. C'est un pays qui mérite qu'on vive à l'intérieur. Enfin, c'est le père de Lévinas qui disait ça. Les amis, l'affaire Dreyfus, dans les yeshivot les plus reculés de Lituanie, les élèves des yeshivot lisaient en cachette des journaux qui racontaient l'affaire Dreyfus. C'est une affaire française, mais c'est une affaire juive qui a eu une portée internationale parce que c'est toute la confrontation entre les tenants de l'émancipation et ceux qui disent, parmi les émancipés, je ne parle pas maintenant du monde religieux, hein, parmi les émancipés qui disent non, ça ne marchera pas. D'ailleurs, même avant Herzl, quand l'émancipation arrive en Russie, en Europe de l'Est, où le monde est encore très religieux, l'émancipation se heurte à un barrage religieux qui dit la chose suivante, l'émancipation amène à l'assimilation, effacement de l'identité juive. Voir CF, voir l'exemple Mendelssohn. Et ses enfants, ses petits-enfants, Bartholdi, Mendelssohn, tous protestants, plus un seul juif, au bout de 2 générations. Mendelssohn, c'est le père spirituel de cette idéologie, l'émancipation. Quelques juifs minoritaires en Russie croient en l'émancipation et ils essayent d'influencer sur le gouvernement du tsar pour que justement l'émancipation, que les rabbins soient forcés d'apprendre le russe, de faire leur sermon en russe, ce qu'on appelle un processus de russification. Mais ça se heurte, parce que le public, la population est très conservatrice. En 1881, le tsar Alexandre II est assassiné en pleine rue. On accuse les Juifs d'avoir fait partie du complot pour assassiner le tsar. Explose une vague de pogroms terribles en 1880-82, qu'on appelle Soufot Hanegev, les tempêtes du désert du sud, dans le sud de la Russie. Et là, des Juifs émancipés, je parle de ça 14 ans ou 13 ans avant Herzl, sont désabusés et comprennent qu'en Russie, jamais les Juifs ne pourront accéder à l'émancipation, dont un qui s'appelle Docteur Léon Pinsker, Yehuda Léon Pinsker, c'est un nom de rue, s'assoit sur sa table et il écrit en 1882 un petit livre difficilement lisible qui s'appelle « Auto-émancipation ». C'est un petit livre. Et il dit les Juifs doivent maintenant se rassembler pour se protéger des pogroms. Herzl a dit un jour, si j'avais eu connaissance du livre de Pinsker, j'aurais jamais écrit l'État juif. Parce qu'on dit la même chose, dans d'autres mots, mais c'est la même chose. À quel moment le modèle de l'émancipation s'effondre? Au moment où il y a des crises antisémites. Il y a de l'antisémitisme trop fort. Mais en France,
l'affaire Dreyfus est une affaire qui est victorieuse dans le sens où quand Dreyfus est réhabilité, tous les grands notables juifs écrivent dans les journaux, dans la presse juive aux sionistes, regardez, c'est vrai qu'il y a eu de l'antisémitisme, mais la moitié de la France, les éclairés, les libres penseurs, les journalistes, je ne parle pas du monde catholique, ni des royalistes, ni des bonapartistes, tous ces anciens-là qui sont encore dans le rêve du monde ancien, aristocratique, etc. Encore une fois, c'est deux forces qui s'affrontent, et qui s'affronteront jusqu'en 1940, hein, les révolutionnaires et les contre-révolutionnaire. Ceux qui n'ont pas accepté la Révolution française et ceux qui l'ont accepté et intégré les idéaux. On a gagné, comme un match de foot. L'affaire Dreyfus est une victoire sur le sionisme. Seulement voilà, éclate la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman se désagrège, il est démantelé, et le sionisme, qui prend de plus en plus d'importance, notamment parmi les Juifs d'Amérique et surtout les Juifs de Russie, qui rêvent un jour de quitter leur malheureux pays où ils sont persécutés. Je rappelle qu'à partir de 1880-82, il y a 6 millions ou 7 millions de Juifs en Russie. C'est le plus grand réservoir humain. Et qu'à partir de 1881-82, 100 000 Juifs chaque année quittent la Russie. À cette époque, pour la terre promise, ce n'est pas la Palestine, mais c'est les États-Unis d'Amérique. Ok. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, les Français, qui veulent l'appui des Juifs américains, qu'ils pensent être une force, un lobby important, même à l'époque, publient une déclaration, avant la déclaration Balfour, qui s'appelle la déclaration Cambon. C'est peu connu, mais voilà ce que dit le gouvernement français. Écoutez bien, parce que ça, on est déjà dans une petite révolution. Le gouvernement français exprime sa sympathie pour la cause sioniste. Ça a bien changé, hein, dont le triomphe est lié à celui des Alliés. C'est-à-dire, si les Alliés triomphent, ok, juste cette déclaration Cambon, qui est un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, dit au sujet de l'indépendance des lieux saints, il faut que cette indépendance soit assurée. On a peur pour les lieux saints chrétiens, mais l'État français aidera à la renaissance par la protection des puissances alliées de la nationalité juive sur cette terre d'où le peuple d'Israël a été chassé il y a tant de siècles. Et ça, c'est quelques mois avant Balfour. Mais comme vous le savez, ce n'est pas les Français qui arrivent en Palestine ou qui obtiennent un mandat en Palestine. Les Français, c'est juste au Liban et en Syrie. Et on voit ce que ça a donné quelques années plus tard. Mais c'est des Anglais qui vont ici régner. Et là, le mouvement sioniste va réussir, je dirais, sa première percée diplomatique, l'Empire britannique, un empire qui détient le tiers du monde, et qui, à cause d'un chimiste qui s'appelle Chaim Weizmann, et qui, pendant la guerre, trouve le moyen chimique de transformer l'acétone, enfin, de créer de l'acétone, non plus de produits végétaux. L'acétone, ça sert surtout à fabriquer de la dynamite. On est en Première Guerre mondiale, les Anglais se sont ralliés aux Alliés en 1917, ils ont besoin de dynamite. Weizmann, qui est un chimiste réputé, trouve la formule pour créer de l'acétone chimique, et pour le remercier, on veut lui donner beaucoup d'argent, Weizmann dit non, aidez-moi, car Weizmann se transforme en président de ce qu'on va appeler l'Organisation sioniste mondiale. Pour récompenser Weizmann de ses efforts pour la guerre, un certain Arthur Balfour, Lord Arthur Balfour, qui est le ministre des Affaires étrangères de Sa Majesté, va écrire une lettre à un certain James de Rothschild en disant « Le gouvernement de Sa Majesté s'engage à faire tous les efforts nécessaires pour la création d'un foyer national juif. Ce sera une réussite. » Mais en France, on ose envisager le sionisme comme quelque chose de réaliste. En France, on est extrêmement contre. Je ne parle pas des rabbins, les rabbins aussi en France. Mais on a peur. Vous savez qu'en 1919, il y a une commission pour la paix qui commence un peu à voir comment on va partager toutes les nations, etc. Et les juifs sont invités à parler de la cause sioniste. Mais on invite aussi des juifs qui sont contre la cause sioniste, dont un grand professeur hindouiste qui s'appelle Sylvain Lévy, et qui écrit entre autres, et il explique pourquoi il ne faut pas donner ou accorder de pays aux juifs. Et il dit comme ça, il écrit dans une de ses lettres, « J'aurais à lui faire comprendre », il parle d'un juge qui s'appelle Brandes, qui a donné son nom à l'université en Amérique, qui était très sioniste, un juge de la Cour suprême, le premier juge juif de la Cour suprême aux États-Unis. « J'aurais à lui faire comprendre les dangers d'une immigration trop rapide, qui risquerait de provoquer une réaction violente et un soulèvement de fanatisme chez les Arabes.
et qui introduirait sur un terrain particulièrement périlleux des éléments russes, on parle de juifs, hein, à peine sortis du ghetto, et du chaos révolutionnaire, parce que les juifs russes sont associés égales bolcheviques. Et à cette époque-là, même en France, on n'aime pas les bolcheviques. Et susceptible de répandre l'état d'esprit bolcheviste dans un milieu en fermentation. C'est le chaos. Si on amène des juifs russes en Palestine, ce sera le chaos. Et avec les Arabes, et en plus, c'est des bolcheviques. Donc, il y a regardez, en 1927, donc on est déjà bien, même après la déclaration Balfour, un intellectuel qui s'appelle Reinach, la famille Reinach, très active, très pro-Dreyfusard, écrit « Ce rôle grandiose, parle du peuple juif, ne leur ayant pas suffi, les Juifs voulurent à un moment recréer l'État juif. C'était sous les Asmonéens, les Maccabées, dont l'histoire se termine par un cataclysme qui eut néanmoins pour avantage d'avoir dégagé définitivement le judaïsme de toute attache territoriale matérielle pour devenir, quoique dispersé et persécuté, un grand fait spirituel qui atteindra toute sa signification lorsqu'il aura secoué les entraves d'observances trop étroites et de pratiques surannées. Or, c'était cette religion vivante et réconfortante que le sionisme voulait supplanter et remplacer par un retour à une définition nationale du judaïsme. L'entreprise sioniste est funeste si elle échoue, et plus funeste encore, par impossible si elle réussit. Le jour où l'on essaierait sérieusement de le faire, le sionisme, le réaliser, la population arabe se soulèverait comme un seul homme pour déchaîner des massacres auprès desquels les pogroms russes et roumains sembleront des jeux d'enfants. C'est encourageant. Hein ? Quelle responsabilité assument d'un cœur léger ceux qui, par leurs déclarations, leurs promesses téméraires, leurs espérances chimériques, préparent un pareil réveil ? Il dit, c'est la catastrophe. On parle d'un juif intellectuel, très engagé dans l'affaire Dreyfus, très engagé, mais qui s'oppose, et il n'est pas le seul. C'est une mouvance, on est en 1927 déjà. J'avance un peu. Mais il y a quand même, déjà à cette époque, il y a quand même des personnalités qui sont très engagées dans ce renouveau. Juifs et non-juifs. Il y a par exemple un homme qui s'appelle Aimé Pallière. Aimé Pallière, c'est un chrétien, très chrétien, qui naît dans une famille. Une famille, son père ne l'a pas élevé, mais sa mère est très catholique, il est très catholique. Un jour, à l'âge de 18 ans, il se promène, il rentre dans une synagogue, dans la synagogue du Quai Tilsit, au hasard, et ce jour-là, mais il ne le savait pas, c'était le jour de Kippour. Et il dit, il raconte, il voit tous les juifs avec le talit. Il a un choc. Pendant des années, il essaiera de se convertir. Et il deviendra celui qui fait les sermons de Shabbat, à la synagogue de Copernic, celui qui appelle les Juifs à revenir à leur religion, à être plus respectueux des traditions juives. C'est un catholique qui a dit ça. Et il va s'engager à fond dans le mouvement sioniste. Pour lui, il va devenir le représentant, je dirais à l'époque, de la principale organisation qui est très active en France, dans ces années 20-30, qui est le KKL, le Keren Kayemet l'Israël, un Jewish. Et c'est lui qui fait tous les discours, parce qu'il parle bien français, et qui appelle les Juifs à reprendre conscience de leur identité nationale. C'est un chrétien. D'autres exemples, par exemple, vous avez entendu parler du reporter Albert Londres. Tout le monde a le prix Albert Londres. Albert Londres est celui, il y a une très belle biographie de Pierre Assouline. Albert Londres, c'est celui qui a inventé le métier de reporter. Albert Londres, c'est l'homme qui a compris que le journalisme ne se faisait pas sur une chaise face à l'époque à une machine à écrire, ou alors devant un écran d'ordinateur, mais qu'il fallait se rendre sur place. Quand on lui demande par exemple d'écrire une série d'articles sur les maisons de fous, les asiles d'aliénés, il va 2 mois habiter dans un asile d'aliénés. Puis après on lui demande un article sur les prisons, il va 2 mois en prison. On lui demande sur les camps de travaux forcés en Guyane, il va 2-3 mois dans les camps de travaux forcés. Et un jour en 1929, au début de 1929, on lui demande d'écrire un article sur les Juifs. Il n'a jamais entendu parler des Juifs. Enfin, il en connaît quelques-uns, mais alors il demande à ses amis, mais où est-ce qu'ils sont les Juifs? Ben, il y en a partout. Il y en a en France, il y en a en Angleterre, il y en a en Pologne, il y en a en Palestine, il y en a en Allemagne, il y en a partout. Ah, ils sont partout. Bon, il dit, ça va me prendre des mois, parce que je veux voir tout le monde. Il commence,
C'est très intéressant parce qu'il va écrire 6 articles sur le monde, le monde des Juifs, quoi. Il va aller dans le quartier pauvre de Londres, il va se rendre en Pologne, et petit à petit, il va devenir très sioniste. Albert Londres, qui est pas juif, va devenir un fervent. Quand il voit la misère des Juifs, il faut lire. Ces articles ont été compilés dans un livre qu'il est essentiel d'avoir lu, qui n'est pas grand, qui s'appelle « Le Juif errant est arrivé ». Chers amis, lisez-le parce que c'est un bijou, c'est un trésor. Albert Londres est sioniste, mais pas juif. Il arrive dans une ville, et on lui dit, il y a un grand rabbin, un très très grand rabbin. À cette époque-là, ce rabbin avait environ 100 000 disciples. C'est un rabbin d'une chassidoute qui est la plus importante, même jusqu'à aujourd'hui, qui s'appelle la chassidoute de Gour. Il arrive et on va l'introduire chez ce grand rabbin. Alors, la description pour lui qui n'est pas juif est une description absolument incroyable. Je lis quelques phrases et je vous explique pourquoi je lis ça et quelle est la raison. Lors des grandes fêtes de printemps et d'automne, les Juifs des pays de l'Est se mettent en route vers ces Saint-Homme. Ils vont à eux, comme les musulmans vont à la Mecque. 10 000, 15 000 débarquent pour Pâques ou pour Kippour à Goura, et ils dressent leur tente. De même qu'à la sortie d'Égypte, ils campaient dans le désert autour de Moïse, ils campent de nos jours dans les plaines de Pologne autour de la maison du Tzaddik. Imaginez. Et c'est l'occasion du fameux repas, selon le Baal Shem Tov. Peut-on prétendre d'avoir vu quelque chose tant que l'on n'a pas vu les Juifs en furie se disputer sauvagement les arêtes des carpes, déchets de l'assiette du Saint vivant. Et il voit ça, c'est ahurissant. Les Juifs qui sont venus faire Shabbat chez le Tzaddik regardent la gare. Nous viendrions assassiner le Saint qu'il ne nous regarderait pas d'un œil plus méfiant. On voit 2 hommes qui ne sont pas des chassides de Gour arriver, etc. Et nous voici chez son beau-frère, grande introduction d'ambassadeur, fantastique maison. On a si vivement l'impression d'entrer de plein pied dans un tableau de Rembrandt qu'on s'arrête pour ne pas crever la toile. Etc. Il raconte, la description est formidable. Le beau-frère du tzaddik est un homme 20 fois aimable. Il nous fait admirer du Talmud de 1000 ans, d'avoir été tant feuilleté, les pages en sont usées comme des marches d'un très vieil escalier. Il nous confie aussi que le rabbin miraculeux n'est pas un solitaire. Il vient de passer une 3e fois sous le dais. C'est vrai qu'il s'est marié 2-3 fois, le Rav Alter de Gour. Et sa nouvelle épouse est gaie comme un oiseau. Et non moins agréable que le vin chaud de Sion. Ça, c'est Albert Londres qui écrit ça en Pologne. Bon, bref. À un moment, Albert Londres n'en peut plus. Il veut poser la question au grand rabbi de Gour. Il est sioniste, Albert Londres. Et il dit, puisqu'il est allé en Palestine, qu'il nous dise sa pensée sur le sionisme. Ben pose la question. Ben, c'est son copain juif. Le son de l'hébreu chatouille l'oreille du saint. Il répond, Ben fait la grimace. Que dit-il ? Il dit que l'hébreu, parce que Ben s'adresse en hébreu, est la langue des prières et non celle des visites. Il fallait parler yiddish, alors qu'il en a parlé hébreu. Dis-lui plutôt, dit Albert Londres, que j'ai vu une misère épouvantable chez les Juifs et que je voudrais avoir son opinion là-dessus. Il dit, voilà, c'est la solution à la misère des Juifs. Il répond qu'il faut compter sur Dieu seulement. Et sur la Palestine, il répond que les hommes ne vont pas donner des leçons à l'Éternel. Chers amis, on est en 1929, 12 ans avant la solution finale. Le rabbi de Gour, en 1940, arrivera de justesse à se sauver de Varsovie pour arriver à Trieste et en Palestine, où il mourra en 1948. Il est enterré à côté du marché de Machane Yehuda. Sa tombe est quasiment dans le marché de Machane Yehuda de Jérusalem. Et plusieurs dizaines de milliers, dont des membres très proches de sa famille, mourront dans les camps d'extermination. Albert Londres ne comprend pas comment on ne peut pas adhérer au sionisme. Et l'événement qui va changer ou qui va faire tourner, le double événement, c'est d'abord les pogroms ici en 1929. Pour la première fois, les Juifs sont confrontés à une vague de violence de la part de la population arabe. Ce qu'on appelle les événements Tarpat 1929, où près de 130 Juifs sont massacrés, y compris une grande partie de la communauté de Hebron et des centaines de blessés à Jérusalem, etc. Et là,
va se développer chez les Juifs déjà ce qu'on appelait un élan de palestinophilie. La palestinophilie, ce sont des Juifs qui n'adhèrent pas au sionisme, qui n'adhèrent pas à l'idée que les Juifs doivent se reconstituer en tant que nation, mais qui aident la Palestine comme on aiderait une communauté juive qui se trouve en danger, en détresse. Le baron Edmond de Rothschild n'est pas sioniste, il ne croit pas au sionisme, mais il croit qu'il faut aider ces colons juifs qui sont agriculteurs, qui ne connaissent rien de l'agriculture, et c'est dans cet esprit-là qu'il va les aider dans les années 80-90 du 19e siècle. Mais ce qui va faire basculer l'opinion, c'est le 30 janvier ou 31 janvier 1933, Hitler accède au pouvoir. Chers amis, à partir du moment où Hitler accède au pouvoir et va retirer tous les droits que les Juifs allemands avaient reçus dans le cadre de cette belle idéologie qu'on appelle l'émancipation, les sionistes regardent ces Juifs qui s'étaient opposés à cette idéologie et leur disent « Regardez, voilà l'exemple des Juifs qui étaient intégrés, des Juifs qui étaient utiles, des Juifs qui étaient qui donnaient, qui contribuaient à une société, c'est l'échec. Les Juifs allemands. Y a-t-il un peuple plus spirituellement, à cette époque-là, élevé, pour que du jour au lendemain, les Juifs se retrouvent dans une condition qui ressemble à des Juifs du Moyen-Âge? D'une grande voix du judaïsme français, qui va en 1937 un peu casser tout ça, c'est un rabbin, vous connaissez peut-être, qui s'appelle le rabbin Jacob Kaplan, qui était grand rabbin de France à partir de 1955. Mais lui, c'est un des... Alors, il y a un très bon livre qui a été écrit par un grand historien, qui s'appelle David, mais... C'est moi. Mais c'est incroyable. En 1937, Kaplan va faire un sermon qui va déclencher une polémique où il appelle les Juifs, maintenant, ça suffit, il faut tous aider les Juifs en Palestine. Il faut tous contribuer, il faut faire le maximum. On est en 1937, donc 4 ans après Hitler, et il commence d'ailleurs son discours en parlant de l'oppression des Juifs allemands. Au départ, le sionisme, c'était un mouvement, si on l'accepte pour les Juifs émancipés, un mouvement que pour les autres qui sont persécutés. Les autres, c'est les Juifs de Russie qui sont loin, les Juifs de Roumanie. Mais maintenant, c'est des Juifs qui étaient complètement citoyens, qui sont persécutés. Donc, il dit, maintenant ça suffit, on arrête cette attitude passive, les Juifs sont opprimés, de plus en plus, c'est pas nous, mais même les Juifs allemands, et plus tard, bien les Juifs autrichiens. Donc maintenant, il faut aider, soutenir le sionisme. D'ailleurs, Kaplan est un des premiers qui va adhérer au parti de l'époque qui s'appelait le parti Mizrahi, ici, et qui va même participer au vote, etc. etc. Les rabbins en France ne sont pas de cet avis encore. La communauté en France n'est pas de cet avis. Ce qui va encore accélérer l'effondrement de cette idéologie, pour ceux qui y croient dur comme fer, c'est en octobre 1940. Le statut sur les Juifs, le régime de Vichy, où les Juifs seront parias du jour au lendemain et déchus dans la zone dite libre de leurs droits civiques, de leurs droits élémentaires de citoyens. Ce qui est incroyable, c'est que même pendant la guerre, où on comprend que le modèle de l'émancipation est un modèle qui a aussi ses limites et qui est fragile, qui peut se retourner du jour au lendemain, même les sionistes ont du mal à en faire entendre leur voix. Et dans des réunions en pleine clandestinité, quand on commence à évoquer la question sioniste, ça ne fait pas l'unanimité. À cette époque-là, il y a un type extraordinaire, qui ne parle pas très bien le français, mais qui dirige toujours cette association, qui est la seule association sioniste qui est forte, pas la seule, mais qui est très forte, qui est bien représentée, qui s'appelle le KKL. Le KKL, à cette époque, achète des terres. Cette personne en question s'appelle Joseph Fischer. Joseph Fischer a un rôle d'ambassadeur, évidemment, il n'y a pas de pays encore, mais un genre de rôle d'ambassadeur de la cause sionisme ou du sionisme ou des sionistes en Palestine. Et
son rôle est tellement important qu'à un certain moment, il va même être intégré au consistoire, qui était l'association qui s'opposait le plus à la solution sioniste, à la solution nationaliste. Et on est le 23 septembre 1943. Les Juifs se font arrêter dans la rue. On est en pleine clandestinité. On se réunit. Qui ont les dirigeants de la communauté juive qui se cachent, qui sont quasiment dans le maquis, se réunissent dans un café, pas dans le café, dans l'arrière-salle du café, et vont évoquer l'idée d'une association politique représentative, qu'on appellera plus tard le CRIF, le Conseil représentatif des Israélites de France. Et là, on entend certains rabbins qui disent « le judaïsme est une religion, mais n'est qu'une religion ». Ça vous rappelle quelque chose? Ok. Le consistoire central, ça a évolué, hein. Le consistoire central resterait en tout état de cause opposé à toute nationalité juive, car celle-ci transformerait automatiquement les Juifs de France en citoyens de seconde classe. Comme si en septembre 1943, ils n'étaient pas... il y a des débats qui sont des fois... même en Palestine, il faudrait se garder de la nationalité palestinienne ou juive. Cet État devrait en revanche s'efforcer de devenir un pays indépendant ou sous domination anglaise. Et là, Kaplan intervient, on dit non. Non, il dit non. Le sionisme, il faut maintenant le soutenir. Parce qu'avant, c'était les juifs allemands, avant, c'était les juifs russes, et maintenant, c'est nous. Un jour, peut-être, le sionisme nous aidera à nous sortir, parce qu'à cette époque-là, on ne savait pas comment les choses évolueraient. On ne savait pas très bien, en septembre 1943, comment les choses évolueraient. Et Kaplan dit aux gens qui sont là, qui fait un peu plus de lucidité, il dit la cause sioniste pourrait un jour peut-être nous servir à nous. Hein, si vraiment on continue à nous poursuivre, à nous pourchasser, ça pourrait être aussi une solution pour nous. Pour conclure, pendant près de 50-60 ans, les Juifs dans les pays se sont, je dirais presque battus. Je ne parle pas maintenant du monde religieux qui, pour des causes religieuses, s'est écarté du sionisme, mais les Juifs émancipés. Dans ce monde de l'émancipation, se sont confrontés sur la question du sionisme, qui était en fait la résultante d'un problème qu'on appelle le problème de l'antisémitisme. Les Juifs émancipés étaient persuadés qu'en s'émancipant et en apportant toutes leurs énergies, leurs bonnes énergies à la nation à laquelle ils appartenaient, l'antisémitisme resterait toujours faible ou inconséquent, ou mourrait de sa belle mort. À chaque fois. Quelques jours avant l'affaire Dreyfus, un officier juif se fait insulter par un sale type dans la libre parole qui s'appelle Morès. Et il y a un duel. Le capitaine, cet officier s'appelle Armand Meyer. Pendant le duel, cet officier juif est tué. Il est tué. Le marquis de Morès, sale type, hein. Vraiment un sale antisémite. Il y a des funérailles nationales. Le duel se passe mal, il arrive grippé, on tire, il reçoit une balle, il meurt. Le capitaine, ou le colonel Armand Meyer, a droit à des funérailles nationales. Dans la presse juive, pendant les funérailles nationales, le chef d'état-major des armées françaises dit, au sein de l'armée française, il n'y a pas de catholiques, il n'y a pas de protestants, il n'y a pas de juifs, il n'y a que des Français. Dans la presse juive, on écrit le lendemain dans la presse juive, l'univers israélite, on écrit « L'antisémitisme vient de mourir de sa belle mort ». On est quelques jours avant l'affaire Dreyfus, avant que le capitaine Alfred Dreyfus soit arrêté. Les Juifs français ont toujours été de très mauvais prophètes. Très mauvais prophètes. À chaque fois qu'ils écrivent « L'antisémitisme vient de mourir de sa belle mort », c'est le volcan qui explose. Chers amis, le conflit idéologique qui a opposé pendant plus de 60 ans juifs émancipés qui croyaient dur comme fer à l'émancipation et qui redoutaient d'une double allégeance, de l'accusation d'une double allégeance, sachant qu'on ne pouvait pas être français et adhérer à la cause sioniste, ça aussi Kaplan il a résolu le problème. Il a dit un philosophe grec juif qui
qui s'appelle Philon d'Alexandrie, a dit la chose suivante. Kaplan dit on peut être un bon Français et on peut être un très grand sioniste engagé. Parce que quand on naît de naissance, on a un père et une mère. Et on aime son père et on aime sa mort. Ils sont deux. Son père et sa mère, ils sont deux. On peut aimer son père, on peut aimer sa mère, ça ne vient pas en contradiction. On peut aimer sa patrie dans laquelle on appartient, on peut aimer aussi l'État d'Israël, à laquelle on se sent complètement solidaire. Donc lui, il a résolu la question comme ça. Il n'y a pas d'antinomie, d'autant plus que pour cette époque-là, je dis juste après-guerre, les deux États étaient solidaires, représentaient les mêmes valeurs. La France, prise en guerre d'Algérie, était très, très contre les Anglais, était passionnée pour l'aventure sioniste des kibboutz, etc. Donc tout allait bien jusqu'à la déclaration du général de Gaulle le 27 novembre 1967. Quoi qu'il en soit, la polémique qui a opposé juifs émancipés sionistes et juifs émancipés amoureux de l'émancipation était une polémique extrêmement violente. Encore une fois, je rappelle, Herzl est considéré comme l'homme le plus dangereux pour le judaïsme, parce qu'il fait croire à des juifs persécutés comme un faux messie, et on sait ce que ça a donné chez nous les faux messies, voir Shabtai Tzvi 1866, il fait croire à des juifs, il donne l'illusion qu'il peut améliorer leur sort en les faisant émigrer dans une terre à laquelle ils ne trouveront que émeutes et massacres des Arabes, de la part des Arabes. Donc c'est un homme qui fait croire des fausses idées à un peuple qui est persécuté, et à la place d'essayer d'améliorer leurs conditions sur place et d'essayer de convaincre les gouvernements d'améliorer leur sort, il leur fait croire à des rêves, des chimères, des fantasmes. C'est une polémique qui va mourir de sa belle mort, avec Vichy, avec la Seconde Guerre mondiale, avec la Shoah. Après la Shoah, même les Juifs qui croient à l'importance des communautés juives en diaspora en exil comprendront d'elles-mêmes que personne ni rien ne peut leur assurer une existence paisible à long terme. Il peut y avoir un raz-de-marée où les Juifs, du jour au lendemain, se retrouvent dans une condition de citoyens de zone B ou complètement reclus, pourchassés et persécutés. Ce serait intéressant juste de voir après comment les choses évoluent, mais chacun a mis un peu d'eau dans son vin. Dans le sens où même les Juifs qui ne sont pas... Je ne parle pas de Juifs antisionistes, c'est assez rare, ça existe, mais même les Juifs qui pensent que leur avenir est en France ou en Angleterre sont aujourd'hui pour la plupart très solidaires et très en phase avec ce qui se passe avec l'État d'Israël. Les sionistes, les purs et durs, au début, comme Ben Gurion, qui croyaient qu'on ne peut accepter qu'il y ait une diaspora, qu'il y ait une existence juive en exil, eux aussi ont fini par accepter qu'on puisse aussi avoir des relations, qu'il existe aussi une diaspora juive et qu'elle puisse aussi aider, notamment en Amérique, le jeune État d'Israël à se développer et à prospérer. Donc chacun a mis un peu de vin dans son eau. Aujourd'hui, on ne sent plus aujourd'hui cette polémique d'idées, d'idéologie, mais à l'époque, je parle à partir du moment où Herzl écrit son livret L'État juif, jusqu'en 1940, ou 43, ou 44, ou 45, la polémique est extrêmement violente pendant un demi-siècle et divise les Juifs dans les pays d'Europe de l'Est, moins dans les pays orientaux parce qu'il n'y a pas eu ce phénomène de modernisme ni d'émancipation. Voilà en gros, chers amis, et ce sera à vous maintenant de juger qui a raison et qui a eu tort à la lueur des événements. Et s'il y a des questions, je serai très heureux. À propos de l'Ouganda, pourquoi ça n'a pas été l'Ouganda? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pourquoi ça? Parce que les membres russes ont refusé d'envisager. Et donc après, il y a eu une polémique. Et il y a eu une polémique, Herzl meurt. Le remplacement d'Herzl est très difficile. Et il se fera grâce à Weizmann. On va revenir à l'option de la Palestine parce que les Anglais, quelques années après, 13 ans après, vont devenir maîtres de la Palestine. Et avec les Anglais, il y a un dialogue. Il y a cette déclaration Balfour, il y a un dialogue. Et les Anglais font une promesse le 2 novembre 1917 d'aider les Juifs à créer un foyer national juif. Donc cette option est abandonnée. Ah, le Juif errant est arrivé. Le Juif errant est arrivé. Le Juif errant. Je peux me permettre deux remarques. Ouais. Simplement, la première, d'abord, parce que c'est brillant. La première, il faut savoir c'est que Herzl était en famille. Pardon, étant Assez peu, ils étaient
cousins en Pays de Moyenne. Herzl et, j'ai pas entendu. Herzl et Dreyfus Ah, étaient la même famille. ok. Il y avait un lien familial qui était arrière-cousin, je pourrais vous communiquer. Ok, etc. ok. Et il y a une anecdote qui est intéressante, vous avez justement signalé que pour Herzl, le déclic aurait été probablement l'affaire Dreyfus, et qu'à l'époque de l'affaire Dreyfus, il y avait des Dreyfusards et des anti-Dreyfusards. Et il y a un livre très intéressant qui a été écrit par un historien israélien qui s'appelle Simon Epstein, que vous l'avez certainement lu, et qui explique qu'au moment de Vichy, tous les... Ouais, les Dreyfusards sous l'occupation. Les Dreyfusards sous l'occupation de Simon Epstein. Alors, par hasard, Simon Epstein est mon maître. Voilà. Okay. La théorie de Simon Epstein, et c'est mon maître, donc, est que, à certains moments, on peut compter sur des Français qui viennent nous défendre. Quand il y a l'antisémitisme, c'est le cas pendant l'affaire Dreyfus. Mais quand la vague antisémite est trop grande, trop puissante, il y a une défection. Hein, dans la LICA de l'époque, qui s'appelle la LICRA, en 1938, quand on fait des réunions, il y a tout le monde une épidémie de grippe. Plus personne ne vient. Plus personne, c'est les non-juifs. Donc au moment où on a besoin justement de ces voix-là, elles disparaissent quand il y a un raz-de-marée. Et Dreyfusards sous l'occupation et un autre livre montre comment des Dreyfusards qui ont combattu contre l'antisémitisme et pour les juifs deviennent après des Vichysois ou des collaborateurs, comme c'est le cas de D.A., de la milice, le milicien très connu Doriot et d'autres, et Béranger. Voilà. C'est vrai, mais ça c'est sur l'antisémitisme. Le 2 juillet, on parlera, la France est-elle un pays antisémite? Ok, merci.